Bonjour. Et effectivement, Boris, nous avons la chance cet après-midi d'avoir Catherine Gestin, vice-présidente exécutive du numérique au sein d'Airbus. Et votre groupe n'a pas attendu ChatGPT pour se mettre à l'IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu voilà, ce que vous faites en termes d'IA au sein d'Airbus ? D'accord. Donc effectivement, on n'a pas attendu ChatGPT. En fait, Airbus a commencé à faire de l'intelligence artificielle il y a un peu plus de 30 ans. Les toutes premières applications étaient dans le monde en fait, de l'imagerie satellite, hein, donc tout ce qui était interprétation des images récupérées des satellites à des fins civiles, mais aussi militaires. Et donc c'est le produit qu'on a appelé à l'époque One Atlas, hein, et qui existe toujours aujourd'hui, qu'on a perfectionné depuis. Et donc ça c'est les tout premiers. Donc on travaille en fait sur deux axes. Un axe qui est l'intelligence artificielle dite classique, et puis bien évidemment depuis le fameux ChatGPT, on a commencé à regarder effectivement aussi les aspects d'intelligence artificielle générative. En intelligence artificielle classique, on a travaillé les deux exemples que je peux donner pour illustrer. On a travaillé sur l'optimisation des stocks de pièces détachées. Donc, dans le cadre de la fin de production de la 380, il fallait qu'on connaisse en fait quels allaient être les besoins de nos clients en matière de pièces détachées sur les 20 à 30 prochaines années. Et donc on est reparti effectivement de toutes les données que l'on avait de l'exploitation de nos appareils depuis quelques décennies. Et on a monté des algorithmes qui nous ont permis effectivement de prédire quelque part les consommations de pièces détachées que l'on va avoir dans les prochaines années. Et derrière, pour vous donner un ordre d'idée, les économies pour l'entreprise, c'est un chiffre à 3 chiffres. Donc c'est pas juste 1 million ou 2 qui ont été sauvegardés. On a eu des gains massifs d'optimisation de stock. Autre exemple, on a mis au point un assistant pour nos acheteurs pour optimiser les transactions d'achat de matières premières comme le platine, l'aluminium, que l'on achète pour Airbus, mais qu'on achète également pour tous nos fournisseurs. Et donc avec des points de livraison dans le monde multiples, des sources de fabrication multiples, et donc un système d'optimisation qui permet de commander les bonnes quantités dans la bonne qualité, à la bonne date, et tout en minimisant les coûts de transport et l'impact également carbone du transport. Donc voilà, ça c'est deux exemples récents, on va dire, d'intelligence artificielle, on va dire classique. On a également, et je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui sont mieux placées que moi pour en parler, beaucoup de travaux qui sont également faits pour introduire de l'intelligence artificielle aussi dans nos avions, dans nos hélicoptères, dans nos satellites. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus sensibles, dont on parle un peu moins. Et puis après, donc, il y a tout ce qui est intelligence artificielle générative. Et donc là, on a une dizaine de cas d'usage en ce moment en cours de test, donc déjà développés, qui sont des assistants pour les compagnons, pour les aider à trouver l'information dont ils ont besoin dans les milliers de pages de documentation pour faire l'opération à laquelle ils sont actuellement attachés. Ça va être un assistant pour les personnes qui chez nous répondent aux questions techniques de nos clients, pour là aussi retrouver les incidents les plus semblables à celui qui est décrit par le client et quelles ont été les solutions qui ont été apportées, ce qui a permis de réduire également significativement les temps de réponse que l'on apporte pour nos clients. On a un assistant pour nos juristes, pour analyser les contrats. On a des assistants pour faire des contrats d'achat. Donc on a aujourd'hui en fait toute une palette. Je pense que ce qui est intéressant avec l'industrie, avec l'intelligence artificielle générative, est très différent de l'IA classique. C'est que avant, en fait, l'IA classique, c'était en gros une discussion entre les équipes du digital et les équipes du bureau d'études, et ça se parlait entre geeks.
Et il y avait à peu près personne qui comprenait ce qu'il disait. Ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas une seule fonction de l'entreprise chez Airbus qui, quand on a fait l'inventaire des cas, et on en a plus de 900 aujourd'hui, cas d'usage qui ont été identifiés par toutes les fonctions de l'entreprise, il n'y a pas une seule fonction de l'entreprise qui a dit « Ah non, moi, c'est pas pour moi ». Tout le monde, toutes les fonctions sont venues avec des cas d'usage. Et les deux autres choses qui sont assez frappantes, moi je fais du digital maintenant depuis 34 ans, c'est la première fois que je vois des projets avec de tels retours sur investissement. J'ai jamais vu ça. Et l'autre caractéristique, ce sont des projets souvent très rapides. C'est-à-dire que là où on dit mettre en place un nouveau PLM, mettre en place un nouveau ERP, c'est des roadmaps à 5 ans, 10 ans pour une organisation comme Airbus. Là, sur ces cas d'usage-là, ces solutions-là, on parle de quelques mois. Donc on a vraiment une accélération en fait qui est vraiment très intéressante. Et après, donc en fait, sur les 900 cas d'usage qui ont été identifiés, c'est ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y en a 10 qui ont été identifiés comme particulièrement prometteurs et il y en a 6 en production, c'est ça? Oui. Mais déjà, il y a une grosse sélection sur ce qui peut vous faire le maximum de retour sur investissement. Oui. Alors, il y a une grosse sélection parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les différents cas d'usage dans des familles, quelque part. Et pour chaque famille, on a pris le plus prometteur. Mais en fait, le jour où le plus prometteur il est en production et il marche, en fait, derrière, il va permettre l'industrialisation de 10, 15, 20 autres cas d'usage qui sont de la même famille. Et effectivement, aujourd'hui, on en a 6 qui sont en production. On en a 2 qui se sont complètement plantés, donc qui ne marchent pas. Donc il ne faut pas non plus penser que l'intelligence artificielle va résoudre tous les problèmes de la planète. Ce n'est pas le cas. Mais on a effectivement, pour l'instant, 2 cas qui n'ont vraiment pas marché. On en a 2 qui, effectivement, qui sont plus compliqués que ce qu'on avait anticipé, qui ne sont donc pas encore en production après, alors que ça fait plus de 9 mois qu'on travaille dessus. Et puis après, il y en a 6 qui sont en production, dont 3 qui sont juste, qui reçoivent un accueil de la part des utilisateurs qui est juste incroyable et où on voit une amélioration de l'efficacité et une amélioration de la vitesse à laquelle les gens font leurs tâches grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est des assistants, ça ne remplace pas. Dans les 3, il y a les pièces détachées, les contrats. Non, alors les 3 dont je parle là, c'est l'assistant pour les compagnons, donc pour les aider à retrouver l'information dans les bases de données. C'est l'assistant pour les tech requests. Et c'est l'assistant pour les acheteurs. C'est les 3 principaux. Et au-delà de l'efficacité, pour Airbus, ce qui est important, c'est l'IA responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'IA responsable, en fait, on l'a défini autour d'un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est responsable d'un point de vue humain, c'est-à-dire que on n'approche pas l'IA pour remplacer l'humain, on approche l'IA pour augmenter l'humain. Et j'aime bien l'expression de dire, en fait, c'est pas de l'artificial intelligence, c'est de la augmented intelligence. C'est pas de moi, c'est de Gartner, donc je prends même pas de royalties dessus. Mais j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'elle reflète la philosophie avec laquelle les équipes qui travaillent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle chez Airbus travaillent. C'est la philosophie qu'on a mis dans notre charte d'éthique et d'intelligence artificielle. Donc c'est d'abord humain. C'est éthique, donc effectivement, on a un comité d'éthique qui revoit, donc on qualifie chacun des cas d'usage que l'on a en matière de risque, et en particulier de risque sur les personnes, de risque sur bien évidemment la sécurité de nos avions et de nos appareils, de risque financier, de risque en empreinte carbone. Donc on mesure en fait et on évalue les risques sur chacun de nos cas d'usage. Et derrière, il y a un comité en fait qui est composé de toutes les fonctions de l'entreprise qui revoit les cas d'usage qui sont qualifiés comme very high, ce qui correspond en fait à
à la réglementation en fait du European Intelligence Artificial Act. Donc il y a un aspect effectivement de compliance. Désolé, je retrouve jamais le terme en français. On est dans la salle. Voilà, je pense que tout le monde le comprendra. Il y a aussi effectivement un aspect de compliance. Alors par rapport à la législation européenne, mais pas que, parce qu'il y a aussi des législations aux États-Unis, il y a des législations en Chine, d'autres qui sont en train de se mettre en place également en Inde. Et comme on est présent en fait sur l'ensemble de ces territoires, on se doit aussi d'être compliant avec ces réglementations-là. C'est l'empreinte carbone et c'est un vrai sujet, notamment sur alors pas tellement sur l'artificial intelligence générative pour l'instant, mais plus sur la classique, où effectivement on bascule en fait nos modèles quand on a atteint un certain niveau de maturité pour justement réduire l'empreinte carbone de nos outils. Donc voilà, et c'est l'aspect financier bien évidemment, hein, puisque il ne faut pas non plus que ce soit une gabegie financière pour l'entreprise. Donc c'est l'ensemble de ces axes-là que l'on regarde en fait et que l'on englobe sous le nom de intelligence artificielle responsable. Et au-delà de l'IA, le gros enjeu aussi pour Airbus, on en parlera aussi tout au long de l'après-midi, c'est la cyber. Bon, tous les jours, il y a des tentatives d'attaque, etc. Comment vous gérez ce risque ? Alors effectivement, c'est un enjeu majeur, c'est pratiquement le seul qui m'empêche de dormir, pour être très honnête. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça ne m'empêche pas de dormir, la cybersécurité de temps en temps. On est effectivement la cible d'attaque plusieurs centaines de fois par jour. Donc c'est vraiment une préoccupation majeure. Comment on le traite ? On a mis en place la méthodologie NIST, pour ceux d'entre vous qui connaissent, donc, où on va être sur d'abord de la protection. Donc on va mettre un certain nombre d'équipements, du firewall, de l'antivirus, voilà, donc toute la panoplie, je pense que vous allez la trouver chez nous. Ensuite, on travaille beaucoup sur la détection. Donc là, on a un Security Operations Center, donc un SOC qui surveille en fait en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ensemble de nos équipements informatiques dans le monde entier. Et qui va être à l'origine de la détection de ces fameuses attaques que l'on voit tous les jours. On a ensuite de la réponse. Et on va avoir un CERT, donc un Center Emergency Response Team, donc qui va être capable de venir répondre en cas d'attaque avérée et sévère et sur laquelle il y a une véritable intrusion. On va faire intervenir le CERT. Il intervient alors chez Airbus, il intervient aussi dans certains cas chez nos fournisseurs quand c'est eux qui sont victimes d'une attaque. Et puis après, en fait, le dernier aspect, il est sur la reconstruction. C'est-à-dire que comme le risque zéro n'existe pas, depuis maintenant 3 ans, ce que l'on a fait, c'est qu'on est parti du principe qu'un jour ça allait nous arriver et que donc il fallait qu'on se mette en condition de redémarrer notre système d'information alors qu'il a été totalement détruit. Donc on est parti du cas le pire, plus de système d'information du tout. Comment est-ce qu'on redémarre l'entreprise ? Comment est-ce qu'on redémarre la production ? Comment est-ce qu'on redémarre le support à nos clients ? Comment est-ce qu'on redémarre la livraison des appareils ? Comment est-ce qu'on redémarre le bureau d'études, la finance, la trésorerie, les achats, l'informatique ? Donc comment est-ce qu'on redémarre une entreprise de A à Z ? Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 à 3 fois par an des simulations pour entraîner les équipes à ce cas de figure. Et on identifie des choses qu'on peut améliorer à chaque fois pour que ce temps de redémarrage et de reconstruction soit le plus court possible et le moins d'impact possible sur l'entreprise. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Donc on travaille sur protéger, détecter, répondre et reconstruire. Et après, bon, ça peut paraître aussi un peu évident, il y a une organisation différente suivant le niveau de risque.
Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre d'attaques qu'on va être capable de parer assez facilement. Après, effectivement, plus les attaques sont sophistiquées, plus on va faire appel à nos équipes en matière de reconstruction. On a eu un de nos fournisseurs, je crois qu'il témoignera plus tard dans la journée, effectivement, qui a été atteint et avec qui on a travaillé. On a également eu un fournisseur en Allemagne où en fait on a envoyé des équipes d'Airbus pour les aider en fait à reconstruire leur système d'information et redémarrer. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un de nos sous-traitants est par terre pendant 5 à 6 semaines, derrière l'impact sur Airbus, il est pratiquement sur 12 mois. Puisque en fait ça redécale toute la chaîne de valeur, et comme on est en bout de chaîne de valeur, pour Airbus l'impact c'est 1 an. Donc c'est très long à redémarrer, c'est très long à mitiger, et du coup on travaille énormément avec nos fournisseurs dans le cadre du GIFAS en particulier. On a un service qui s'appelle AirCyber qui permet en fait, qui a défini un questionnaire qui permet à chaque entreprise de s'auto-évaluer. Et ensuite, on a des offres d'accompagnement pour les aider à atteindre les niveaux de certification bronze, silver, or, argent, bronze, argent, or, pour chacune des entreprises. On fait énormément de séminaires virtuels ou physiques pour faire de la formation et de la sensibilisation en fait de l'ensemble de notre supply chain sur cette problématique-là. Pour un patron de petites et moyennes entreprises, c'est parfois pas la priorité numéro 1. Ils n'ont pas les mêmes moyens non plus que vous. Voilà, ils n'ont pas les mêmes moyens. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe de 3500 personnes. Donc effectivement, alors ils font pas tous de la cyber, mais ils sont tous sensibilisés à la cybersécurité. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas ces moyens-là, et on en est bien conscient. Donc on essaye aussi par notre contribution aussi d'aider. Ça passe beaucoup par la formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première barrière pour les cyberattaques, c'est chaque employé. Donc on fait par exemple des simulations d'attaques que l'on envoie dans les boîtes mail et où on fait de l'éducation. C'est pas quand quelqu'un se fait entre guillemets attraper par la campagne, c'est pas on est là pour aider, pour expliquer, pour que les personnes comprennent, qu'on leur donne les moyens de détecter ce type d'attaque, et on s'améliore d'année en année, mais on n'est pas à l'abri. Donc on continue, et c'est de la communication permanente auprès de l'ensemble des employés, de façon à ce que effectivement chacun se considère effectivement comme étant la première barrière contre les attaquants. Et ça, c'est aussi un message qu'on passe dans les petites et les moyennes entreprises. Le minimum du minimum de protection, en fait, il n'est pas très coûteux. Installer des antivirus, mettre un firewall, et il y a un petit livret qui a été fait qui est très très bien fait par l'ANSSI, qui explique les 13 mesures qu'une entreprise devrait mettre en place en matière de cybersécurité. Le coût de cette implémentation-là, on parle de quelques kilo-euros. On n'est pas en train de dire il faut investir 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Il y a des choses très très simples à faire que chaque entreprise peut faire et qui les protège déjà, parce qu'un attaquant, il va aller au plus facile. Donc si vous avez déjà mis une petite barrière, il va aller chez le voisin. Donc rien qu'en faisant le minimum, ça permet quand même déjà d'apporter une sécurité, ne serait-ce qu'avoir des sauvegardes. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de très petites entreprises qui n'ont pas de sauvegarde. Donc c'est ce travail-là qu'on essaye de faire avec le GIFAS. Il y a également un CERT-Aviation qui s'est monté, qui est en train de fédérer effectivement tous les acteurs de la filière pour les informer des attaques
qui arrivent dans notre secteur et qui ciblent notre secteur. On a eu une campagne cet été qui venait de Corée du Nord pour récupérer de l'information et où ils avaient, grâce notamment à l'intelligence artificielle, réussi à vraiment faire de très beaux sites de recrutement à l'image d'Airbus, de Safran. Ils avaient ciblé vraiment tous les grands acteurs de l'industrie aéronautique, avec de très belles offres qui étaient des vraies offres qu'ils étaient venus prendre sur nos sites et qui leur ont permis d'acquérir des listes de noms et de l'information qui ont été partagées par des personnes qui se sont portées candidates. Ah oui, ça fait peur. On va conclure par cet exemple, pas très rassurant, mais merci en tout cas pour cet échange et puis les pistes aussi que vous avez données aussi pour la supply chain.